À minuit 35, j'ai sonné à la porte de mon patron. Il a ouvert en peignoir, pâle, et derrière lui, ma femme descendait les escaliers en sous-vêtements. À cet instant, 22 ans de mariage se sont brisés sous mes yeux, et j'ai su ce que je devais faire ensuite. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Ignacio Vega. J'ai 48 ans, et je travaille comme responsable de la logistique et des transports internationaux, dans une entreprise de distribution basée à Madrid. Pendant plus de 2 décennies, j'ai construit une vie que je croyais solide. J'étais marié à Béatrice Serrano, ma femme de 45 ans, et nous avions notre fils de 20 ans, Marcos, qui est étudiant à l'université. Béatrice et moi nous sommes mariés il y a exactement 22 ans et 7 mois, lors d'une petite cérémonie émouvante à Ségovie. J'ai fait des doubles journées pour qu'elle puisse étudier le graphisme, bien qu'elle ait finalement abandonné ses études quand Marcos est né. Pendant des années, je pensais que nous formions une équipe. J'étais tellement naïf. Mon patron, Ricardo Molina, a 52 ans, et il est le directeur régional de notre division. Je le connaissais depuis 9 ans, depuis ma promotion en tant que responsable. Il a toujours été cordial avec moi, m'invitant même à l'occasion à des dîners de famille avec sa femme, Amparo, et leurs 3 enfants. Béatrice et lui s'étaient rencontrés lors d'une de ces réunions d'entreprise, il y a environ 2 ans. Je n'ai jamais rien soupçonné. Pourquoi l'aurais-je fait? Ricardo était mon supérieur, ainsi que mon mentor professionnel. De plus, c'était quelqu'un en qui j'avais une confiance aveugle. Tout a basculé au petit matin du mardi 14 octobre 2024. Je m'étais rendu à Barcelone, afin de superviser l'ouverture d'un nouveau centre de distribution. Ce voyage était prévu pour 3 jours, du lundi au mercredi, avec un retour fixé le jeudi après-midi. Mais le mercredi, à 18h20, le client principal a annulé la réunion du lendemain, en raison d'une urgence familiale. Mon collègue sur place, un type nommé Thomas, m'a suggéré de rentrer le soir même. Ignacio, a-t-il déclaré pendant que nous rangions des documents, ça n'a aucun sens que tu restes juste pour le protocole, vu que tu manques à ta famille. J'ai donc réservé un vol de dernière minute, décollant à 21h45 depuis El Prat. J'ai atterri à Barajas à 23h10. J'ai récupéré ma voiture sur le parking de l'aéroport, puis j'ai pris la route vers ma maison, à Pozuelo. La circulation était étonnamment fluide pour un mercredi soir. Les rues, éclairées par des lampadaires orangés, créaient de longues ombres sur l'asphalte, encore humide après une pluie récente. Je pensais faire une surprise à Béatrice, ou peut-être lui préparer le petit déjeuner le lendemain, comme je le faisais quand nous étions jeunes. Mon itinéraire habituel passait près du quartier où vit Ricardo. C'est une zone résidentielle huppée, composée de maisons mitoyennes à 2 étages, près de la Casa de Campo. Il était minuit 32, lorsque j'ai tourné sur l'avenue du Portugal. Par simple habitude, mon regard a dérivé vers une rue adjacente. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé, mais peut-être que le destin voulait que je découvre la vérité, cette nuit-là. Et là, je l'ai vu. L'Audi A4 gris métallisé de Béatrice, immatriculé 7392 KLM, était parfaitement garé devant la maison de Ricardo. J'aurais reconnu cette voiture n'importe où. Je l'avais choisie moi-même, il y a 2 ans, comme cadeau d'anniversaire. Mon cœur a fait un bond si violent, que j'ai dû serrer le volant plus fort. Les lumières du 2e étage étaient allumées, projetant une lueur jaunâtre à travers les rideaux entr'ouverts. J'ai garé ma Mercedes à environ 30 mètres de là, sous un arbre qui dissimulait partiellement mon véhicule, et j'ai coupé le moteur. Le silence de la nuit était absolu, seulement interrompu par le bourdonnement lointain d'une voiture sur l'autoroute voisine. Mes mains tremblaient. J'ai pris 3 profondes inspirations, tentant de contrôler la panique qui montait dans ma gorge, telle une bile amère. Je me suis dit doucement, à l'intérieur de l'habitacle, qu'il devait y avoir une explication logique. Peut-être qu'il s'agissait d'une urgence. Ou peut-être qu'Amparo avait besoin d'aide pour quelque chose. Mais, même en forgeant ces excuses pathétiques dans mon esprit, je connaissais la vérité. Je le savais au plus profond de mes os, et dans chaque fibre de mon corps, qui semblait soudain peser des tonnes. Je suis sorti de la voiture. Mes jambes bougeaient toutes seules, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ai marché sur le trottoir silencieux, sentant le froid du ciment à travers mes chaussures de ville. La maison de Ricardo possédait un petit jardin de devant bien entretenu, avec des buissons taillés, et une lampe décorative à côté de la sombre porte d'entrée en bois.
J'ai monté les 3 marches en pierre menant au porche. Ma main s'est tendue vers la sonnette. J'ai hésité une seconde, puis 2, avant d'appuyer sur le bouton. J'ai entendu le son mélodieux résonner à l'intérieur de la maison. Ding dong. Ding dong. J'ai attendu. Silence. 10 secondes se sont écoulées. Puis 15. Ensuite, j'ai entendu des bruits de pas précipités descendant les escaliers, ainsi que des voix chuchotant de panique. S'y ajoutait le son indubitable de quelqu'un bougeant avec une urgence désespérée. La porte s'est ouverte brusquement. Ricardo Molina est apparu devant moi, vêtu uniquement d'un peignoir en soie bleu marine, qu'il avait manifestement enfilé à la hâte, car il était mal fermé. Son visage, normalement bronzé et confiant, était complètement pâle, presque gris sous la lumière du porche. Ses yeux se sont écarquillés démesurément en me voyant. « Ignacio » a-t-il croassé d'une voix étranglée. « Que fais-tu ici » Je n'ai pas répondu. Mon regard l'a dépassé pour scruter l'intérieur de la maison, et c'est là que je l'ai vue. Béatrice descendait les escaliers en moquette depuis le 2e étage, et elle s'est figée à mi-chemin. Elle portait un ensemble de lingerie noire que je n'avais jamais vu auparavant, avec un soutien-gorge et une culotte en dentelle, et rien d'autre. Ses cheveux bruns, habituellement attachés en une queue de cheval pratique, tombaient librement sur ses épaules nues. Nous nous sommes regardés directement dans les yeux, pendant 3 secondes éternelles. Le monde s'est arrêté. Ricardo a ouvert la bouche, essayant de former des mots, mais seul un son étouffé en est sorti. Ses mains agrippaient le bord de son peignoir, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. La sueur commençait à briller sur son front, malgré le froid d'octobre qui s'engouffrait par la porte ouverte. « Ignacio » a-t-il finalement balbutié, bloquant l'entrée avec son corps, comme s'il pouvait cacher l'évidence. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Il a ajouté que Béatrice était venue parce qu'il devait examiner des documents d'entreprise confidentiels, concernant ma prochaine évaluation de performance, et qu'il ne pouvait pas attendre. Des documents confidentiels, ai-je répété lentement, ma voix sortant plus calme que je ne l'espérais. Un calme étrange, presque surnaturel, s'était emparé de moi. C'était comme si mon cerveau avait décidé de geler toutes mes émotions, afin que je puisse fonctionner. J'ai demandé pourquoi ma femme avait besoin d'être en sous-vêtements pour examiner des documents à 00h30. La question est restée suspendue dans l'air nocturne, telle une guillotine. Ricardo a ouvert et fermé la bouche à plusieurs reprises, ressemblant à un poisson hors de l'eau. Ses yeux allaient frénétiquement de mon visage à un point situé derrière moi, calculant probablement si un voisin était réveillé pour observer cette scène. Il a bredouillé, « Écoute, Amparo n'est pas là cette semaine, car elle est partie à Séville avec sa mère malade, et j'ai pensé que ce serait une bonne occasion de travailler, sans interruption domestique. » Puis, sa voix est montée dans les aigus à chaque mot, se transformant en un mélange de supplication et de panique, lorsqu'il a affirmé qu'il faisait chaud à l'intérieur, et qu'elle avait donc enlevé ses vêtements. « Assez » ai-je lancé en levant la main droite. Ma voix était toujours étrangement silencieuse. Derrière Ricardo, Béatrice avait reculé de 2 marches, les bras croisés sur sa poitrine, dans un geste de protection inutile. Son visage affichait un mélange d'horreur et de honte, que je n'oublierai jamais. Nos regards se sont croisés à nouveau. J'ai vu des larmes commencer à se former dans ses yeux bruns, ces mêmes yeux qui m'avaient regardé avec amour à l'hôtel, il y a plus de 2 décennies. J'ai glissé la main dans la poche de mon pantalon, et j'ai sorti mon téléphone portable. Mes doigts tremblaient légèrement, mais j'ai réussi à le déverrouiller. Ricardo a compris ce que je faisais, et son visage a pâli davantage, ce que je ne croyais pas possible. Il m'a imploré, « Ignacio, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut parler comme des adultes civilisés, tu n'as pas besoin d'eux. » J'ai ignoré ses prières. J'ai levé le téléphone, et j'ai pris 3 photos rapides. J'en ai pris une de Ricardo en peignoir devant la porte, une deuxième de l'intérieur de la maison, capturant Béatrice dans les escaliers, et une 3e en grand angle, montrant sa voiture garée avec la maison en arrière-plan. Le flash de l'appareil a illuminé la scène à 3 reprises, transformant ce moment surréaliste en une preuve numérique permanente. Le bruit du déclencheur semblait obscènement fort, dans le silence du petit matin. Clic, clic, clic. Ricardo a hurlé, « Non, Ignacio, efface ces photos immédiatement », tout en tendant le bras pour essayer d'attraper mon téléphone, mais j'ai reculé. Sa voix s'était muée en un cri désespéré, « Ça peut ruiner ma carrière, réfléchis à ce que tu fais. » J'ai remis le téléphone dans ma poche, le gardant fermement contre ma jambe.
J'ai regardé Ricardo droit dans les yeux. C'était l'homme qui m'avait tapé dans le dos lors des réunions d'entreprise. C'était l'homme qui avait porté un toast à mon dernier anniversaire. C'était l'homme qui m'appelait son ami, pendant qu'il couchait avec ma femme. J'ai rétorqué, réfléchir, c'est exactement ce que je vais faire maintenant, Ricardo. Ma voix sonnait creux, comme si elle venait de loin. J'ai ajouté que j'allais examiner très attentivement chaque décision que je prendrais, à partir de cet instant. Je me suis retourné pour partir. Derrière moi, j'ai entendu Béatrice dévaler les escaliers, ses pieds nu heurtant le bois. Elle sanglotait. Ignacio, attends. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu penses, on peut arranger ça. Je ne me suis pas arrêté, et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai descendu les 3 marches en pierre, et j'ai marché le long de l'allée du jardin, vers la rue. Mes jambes avançaient mécaniquement, un pied devant l'autre. J'ai entendu la porte claquer derrière moi, suivie de voix étouffées qui se disputaient frénétiquement à l'intérieur. J'ai atteint ma Mercedes, j'ai ouvert la portière, et je me suis assis sur le siège du conducteur. Mes mains serraient le volant si fort, que mes jointures étaient devenues blanches. J'ai regardé l'horloge du tableau de bord. Il était minuit 41. À peine 9 minutes s'étaient écoulées depuis que je m'étais garé. 9 minutes qui venaient de détruire 22 ans de mariage. J'ai démarré le moteur, mais je ne suis pas parti immédiatement. À travers le pare-brise, j'ai observé les lumières du 2e étage de la maison de Ricardo s'éteindre soudainement, plongeant tout dans l'obscurité. Quelques secondes plus tard, j'ai vu des ombres bouger derrière les rideaux du rez-de-chaussée. J'imaginais Béatrice s'habillant à la hâte, et Ricardo faisant les 100 pas comme un animal en cage. Tous deux se disputant, en chuchotements urgents, sur ce qu'il convenait de faire maintenant qu'ils avaient été découverts. Mon téléphone a commencé à vibrer. J'ai regardé l'écran, c'était Béatrice qui appelait. J'ai rejeté l'appel. Il a vibré de nouveau immédiatement, et je l'ai rejeté encore, et encore. Au total, j'ai refusé 11 de ses appels au cours des 5 minutes suivantes. Entre ces tentatives, Ricardo a également essayé de me joindre 3 fois, et je l'ai repoussé à chaque fois. Finalement, j'ai enclenché la vitesse, et je me suis éloigné de cette rue. Je ne suis pas rentré chez moi, car j'en étais incapable. L'idée d'entrer dans notre chambre, de voir nos photos de famille sur les murs, ou de dormir dans le lit où elle se couchait chaque nuit après avoir été avec lui, m'était insupportable. Au lieu de cela, j'ai conduit sans but à travers Madrid, pendant près de 40 minutes. Les rues étaient pratiquement désertes, avec seulement quelques taxis de nuit et des camions de livraison matinaux. Les feux de circulation passaient du rouge au vert, et du vert au rouge, marquant un rythme hypnotique que mon cerveau suivait sans réfléchir. J'ai traversé la Gran Via illuminée, et j'ai franchi le Paseo de la Castellana désert. J'ai fait 2 fois le tour de la fontaine de Cybèle, sans raison apparente. À 1h28 du matin, je me suis finalement arrêté devant l'hôtel Meliá Castilla, près du Bernabéu. Je suis entré dans le hall, où un réceptionniste endormi, d'une 30aine d'années, m'a accueilli avec un professionnalisme fatigué. Il a demandé si j'avais une réservation. J'ai répondu par la négative, précisant que j'avais besoin d'une chambre simple pour la nuit. Il a accepté d'un signe de tête. Pendant que ses doigts tapaient sur l'ordinateur, il a demandé si je n'avais qu'un bagage à main. J'ai baissé les yeux. Je portais toujours ma mallette de travail de mon voyage à Barcelone, et rien d'autre. J'ai donc confirmé. J'ai pris la chambre à mon nom, payé 95 € par carte de crédit, et je suis monté à la chambre 412, au 4e étage. La pièce était impersonnelle mais propre, dotée d'un lit double avec des draps blancs, d'un petit bureau, et d'une fenêtre donnant sur le parking. Je me suis assis sur le bord du lit, sans rien allumer d'autre que la lampe de chevet. Mon téléphone avait vibré 23 fois de plus pendant le trajet. J'ai fini par le sortir, pour regarder l'écran. Il y avait 18 appels manqués de Béatrice, plus 5 de Ricardo, ainsi que 7 SMS que je n'osais pas encore ouvrir. J'ai ouvert l'application de l'appareil photo, et j'ai revu les 3 clichés que j'avais pris. Ils étaient là, clairs et accablants. Ricardo Molina, le directeur régional, en peignoir de soie à minuit. En plus de Béatrice Serrano de Vega, mon épouse depuis 22 ans, en lingerie noire dans la maison d'un autre. Sans oublier la voiture familiale, garée comme un témoin silencieux. C'était la preuve parfaite d'une trahison parfaite. J'ai passé cette nuit-là à l'hôtel Meliá Castilla, sans dormir une seule minute. Je suis resté assis sur le matelas,
le dos contre la tête de lit, fixant le plafond blanc, tandis que les heures s'écoulaient avec une lenteur tortueuse. À 2h17, j'ai finalement décidé de lire les messages de Béatrice. Chacun était plus désespéré que le précédent. Elle écrivait « Ignacio, s'il te plaît, réponds-moi. J'ai besoin de te parler, et ce n'est pas ce que tu penses. » Elle me suppliait de la laisser s'expliquer, affirmant que c'était une erreur horrible, et qu'elle m'aimait. Elle demandait où j'étais, se disant inquiète, car Marcos réclamait ma présence. Elle ajoutait que Ricardo lui avait dit que c'était de sa faute à lui, et qu'il l'avait manipulé. Elle m'implorait de la croire, précisant qu'elle avait appelé 31 fois, et qu'elle voulait au moins savoir si j'allais bien. Ce dernier message m'a arraché un rire amer, qui a résonné trop fort dans le silence de la chambre. Elle se demandait si j'allais bien, alors que ma propre femme me trompait avec mon patron, depuis Dieu sait combien de temps. L'ironie était presque comique. J'ai bloqué temporairement les deux numéros, car j'avais besoin de silence pour réfléchir. Et réfléchir, c'est exactement ce que j'ai fait, pendant les 6 heures qui ont suivi. Mon cerveau a commencé à passer en revue les derniers mois, comme s'il s'agissait d'un film au ralenti, cherchant les signes que j'avais ignorés. Et, en cherchant bien, je les ai trouvés partout. Il y a 3 mois, fin juillet, Béatrice avait commencé à utiliser un parfum différent. Je lui en avais fait la remarque lors d'un petit déjeuner un samedi, lui disant que cette nouvelle fragrance sentait cher. Elle avait légèrement rougi, répondant que c'était une marque vue dans un magazine, et qu'elle s'était fait plaisir. Elle m'avait demandé si je ne l'aimais pas, et je l'avais rassurée. Je n'ai jamais demandé combien cela avait coûté, ni d'où venait l'argent. Maintenant, je réalisais qu'il y avait 18 700 € de dépenses inexpliquées, et que ce parfum était très probablement un cadeau de Ricardo. En août, Béatrice avait commencé à insister sur le fait qu'elle avait besoin de temps pour elle. Tous les mardis et jeudis soirs, elle quittait la maison à 18h30, prétextant un cours de pilates dans une salle de sport près de Moncloa. Elle rentrait vers 22h, douchée et les cheveux mouillés, attribuant son retard à des embouteillages horribles, ou à des bavardages avec ses camarades de cours. Je n'ai jamais eu le moindre soupçon, car elle semblait plus heureuse et plus énergique. J'ai été un tel idiot. Ce n'était pas du pilate, c'était Ricardo. Je me suis souvenu d'un moment précis, à la mi-septembre. Béatrice et moi avions assisté à un dîner d'entreprise. C'était l'une de ces réunions formelles où les cadres présentent les résultats trimestriels, et où tout le monde fait semblant d'être intéressé. Ricardo a prononcé un discours sur la loyauté commerciale, et la confiance entre collègues. Quand il a terminé, plusieurs employés ont applaudi, et j'ai applaudi comme un imbécile, moi aussi. Béatrice était assise à côté de moi, et à un moment donné, nos regards ont croisé celui de Ricardo depuis le podium. Il a immédiatement détourné les yeux d'une manière presque coupable, et s'est raclé la gorge avant de reprendre la parole. J'avais mis cela sur le compte du trac de parler en public, mais je comprenais à présent que c'était de la culpabilité. Il y avait d'autres signes, bien plus encore. Les samedis, lorsque je travaillais à domicile pour examiner des rapports, Ricardo appelait sur la ligne fixe à des heures étranges. Soi-disant, c'était juste pour vérifier quelques détails du projet Bilbao, disait-il toujours. Mais c'était fréquemment Béatrice qui répondait, car j'étais concentré dans mon bureau. Les conversations duraient 15, parfois 20 minutes. Une fois, je suis descendu pour prendre un café, et j'ai trouvé Béatrice en train de rire doucement au téléphone, avec une voix différente, plus suave. Quand elle m'a vu, son expression a changé instantanément. Elle a rapidement expliqué que c'était mon patron, et qu'il parlait de la fête de Noël de l'entreprise. J'ai pris mon café, et je suis retourné travailler sans y penser davantage. J'avais été tellement aveugle. À 6h45, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers la fenêtre de l'hôtel, j'avais mentalement reconstitué au moins 15 moments suspects, que j'avais complètement ignorés. Ce n'était pas par stupidité, mais parce que je lui faisais confiance. J'avais confiance en ma femme, j'avais confiance en mon patron, et je croyais fermement que les personnes que j'aimais et respectais, ne me détruiraient jamais de cette façon. Cette confiance avait été ma plus grande faiblesse. Mais, quelque chose avait changé en moi, au cours de cette longue nuit d'insomnie. Le choc initial s'était transformé en autre chose, une détermination froide, et calculatrice. S'ils avaient joué à ce jeu dans mon dos pendant des mois, et probablement depuis plus d'1 an, alors je pouvais jouer moi aussi. Mais je jouerais pour gagner. À 8h pile, je me suis douché, rasé avec le rasoir jetable de l'hôtel,
et j'ai remis les mêmes vêtements que la veille. Je suis descendu dans la salle à manger de l'établissement. J'ai pris un petit déjeuner machinalement, composé d'un café et de tartines sans saveur. J'ai ouvert mon ordinateur portable, à une table isolée. J'ai tapé « Avocat divorce Madrid » dans le moteur de recherche. Des centaines de résultats sont apparus, alors j'ai commencé à filtrer. J'avais besoin de quelqu'un de spécialisé, avec une expérience vérifiable, et surtout, quelqu'un de discret, qui comprendrait la gravité de ma situation. Je ne pouvais pas me permettre de commettre des erreurs. Après 40 minutes passées à passer en revue les sites web, les avis et les références, j'ai trouvé ce que je cherchais. Julián Herrera Campos, 56 ans, était un spécialiste du droit de la famille avec 28 ans d'expérience. Son cabinet était situé à Chambry. Il avait d'excellentes évaluations, ainsi que plusieurs articles publiés sur la protection du patrimoine, lors de divorces hautement conflictuels. Parfait, ai-je murmuré, en composant le numéro affiché sur son site. Une secrétaire a répondu d'une voix professionnelle, cabinet d'avocat Herrera. Bonjour. J'ai salué en retour, précisant que j'avais besoin de fixer un rendez-vous urgent avec Maître Herrera, concernant une affaire de divorce impliquant une infidélité conjugale. Elle m'a demandé mon nom, et j'ai répondu « Ignacio Vega ». J'ai entendu le bruit d'un clavier à l'autre bout du fil. Elle m'a proposé un créneau pour ce vendredi, mais je lui ai dit que je devais le voir le jour même, vu l'urgence. J'ai expliqué que j'avais des preuves photographiques, et que la situation était d'autant plus complexe qu'elle impliquait mon lieu de travail. Il y a eu un silence. J'ai entendu une musique d'attente pendant 30 secondes. Puis, une autre voix masculine, plus grave, a pris le relais. Il s'est présenté, Monsieur Vega, je suis Julián Herrera. Ma secrétaire me dit que vous faites face à une situation urgente. Pouvez-vous m'en donner les grandes lignes? J'ai pris une grande inspiration. Je lui ai raconté que la nuit dernière, j'étais rentré de voyage un jour plus tôt que prévu, pour découvrir ma femme et mon patron chez lui, dans une situation compromettante. J'ai précisé que je possédais des photographies. De plus, nous étions mariés depuis 22 ans, sous le régime de la communauté de biens. J'ai affirmé vouloir protéger mon patrimoine, et entamer une procédure de divorce immédiatement. Il m'a répondu qu'il comprenait, et sa voix ne laissait transparaître aucune surprise ni jugement, seulement un professionnalisme efficace. Il a demandé si j'avais une idée de la durée de cette relation extra-conjugale. J'ai répondu, pas encore, mais j'ai l'intention de le découvrir. Il m'a assuré que c'était parfait, et qu'il pouvait me recevoir le jour même, à 14h30. Il m'a conseillé d'apporter les documents de mariage, les actes de propriété si je les avais, ainsi que toutes les preuves rassemblées. Il a ajouté, Monsieur Vega, jusqu'à notre rencontre, ne discutez pas de cette affaire avec votre femme. Ne faites aucun mouvement financier important. Et surtout, n'effacez sous aucun prétexte ces photographies. J'ai répondu que c'était compris, et que je serais là. J'ai raccroché, puis j'ai composé un autre numéro. Cette fois, j'avais cherché, détective privé Madrid infidélité. Le deuxième résultat était une agence appelée Veritas Investigation. J'ai appelé. Un homme avec un accent andalou a répondu, Veritas, je vous écoute. J'ai déclaré avoir besoin de louer des services d'enquête, car je soupçonnais une infidélité conjugale. Je voulais une documentation complète des activités, des routines et des rencontres. Il m'a demandé si j'avais les noms et les adresses des sujets, et j'ai confirmé pour les deux. Il a approuvé, m'informant que leur tarif était de 300 € par jour, plus les frais. Il m'a alors demandé quand je souhaitais commencer. J'ai répondu, aujourd'hui, si possible. Le détective s'appelait Matteo Blanco. Il avait 44 ans, et m'a reçu dans son bureau de Valca l'après-midi même, à 17h. C'était un homme mince, avec une barbe bien taillée, et un regard perçant, qui avait travaillé 10 ans dans la police nationale avant d'ouvrir son agence. Il m'a écouté attentivement pendant que je lui expliquais la situation, prenant des notes dans un petit carnet. Je lui ai demandé de suivre ma femme, Béatrice Serrano, et de documenter toutes ses rencontres avec Ricardo Molina. Je voulais des adresses, des horaires exacts, et les lieux fréquentés, pour savoir depuis combien de temps cela durait, et à quelle fréquence ils se voyaient. Matteo a hoché la tête, sans expression. Il m'a demandé s'il y avait des jours précis où je soupçonnais une activité. Je lui ai indiqué les mardis et jeudis soirs, puisqu'elle prétendait aller au Pilates entre 18h30 et 22h. Il a répondu que c'était noté,
et qu'il commencerait la surveillance dès demain, mardi. Il a promis de m'envoyer des rapports quotidiens, avec des photographies et une chronologie détaillée. Il a ensuite demandé si j'avais besoin qu'il obtienne un relevé des messages ou des appels. Je lui ai dit oui, s'il pouvait le faire légalement. Il a répondu qu'il y avait des moyens, et que je devais lui laisser ça. J'ai quitté cette réunion avec une étrange sensation de contrôle, qui me revenait lentement. Pour la première fois depuis la nuit précédente, j'avais l'impression d'accomplir quelque chose de productif, au lieu de simplement réagir. Ce soir-là, je suis finalement rentré à la maison. Il était 20h15, quand j'ai garé la Mercedes dans l'allée. Les lumières du salon étaient allumées. J'ai pris 3 grandes inspirations, avant d'ouvrir la porte d'entrée avec ma clé. Béatrice est apparue immédiatement depuis la cuisine. Son visage était gonflé à force de pleurer, avec de profondes cernes marquant sa peau. Elle portait le même vieux pull froissé qu'elle utilisait pour faire le ménage. Elle m'a regardé avec des yeux suppliants. Elle a balbutié, « Ignacio, Dieu merci. » Je pensais que... Sa voix s'est brisée. Je lui ai dit que j'avais eu des réunions de travail imprévues à Barcelone, qui avaient duré plus longtemps que prévu. J'ai menti avec une aisance qui m'a surpris. Ma voix semblait fatiguée, mais normale. J'ai ajouté que j'avais oublié de recharger mon téléphone, et qu'il s'était éteint. Ensuite, j'ai demandé où était Marcos. Béatrice a cligné des yeux, confuse par mon ton désinvolte, alors qu'elle s'attendait clairement à une confrontation explosive. Elle m'a répondu qu'il était chez son ami Daniel, et qu'il rentrerait le lendemain matin. J'ai répondu que c'était très bien, et que j'allais me doucher, car la journée avait été longue. Je suis passé à côté d'elle, sans la toucher. Je suis monté à l'étage, et je me suis enfermé dans la salle de bain. J'ai entendu ses pas hésitants dans le couloir. Elle attendait probablement que je dise quelque chose de plus. Je ne l'ai pas fait. Je me suis douché pendant 20 minutes, laissant l'eau chaude laver la tension de mes épaules, tout en planifiant mon prochain coup. Julián Herrera avait été très clair lors de notre rendez-vous de 14h30. Ne la confrontez pas encore, m'avait-il dit. Documentez tout d'abord. Il avait précisé que, si elle se doutait de quelque chose, elle pourrait détruire des preuves, ou commencer à déplacer de l'argent. Je devais donc agir normalement, jusqu'à ce que nous ayons un dossier en béton. C'est exactement ce que j'allais faire semblant que tout allait bien. Les 10 jours suivants furent les plus difficiles de ma vie. Chaque matin, je me réveillais à côté de Béatrice. Nous prenions le petit déjeuner ensemble, comme si de rien n'était. Nous parlions de banalités, comme la météo, les factures, ou les projets de Marcos pour les vacances de Noël. Elle semblait nerveuse les premiers jours, étudiant le moindre de mes mots, comme si elle cherchait des signes indiquant que je savais. Mais, au fil du temps, voyant que je ne mentionnais rien à propos de cette fameuse nuit, elle a commencé à se détendre. Au bureau, avec Ricardo, ce fut une autre histoire. Le mercredi suivant l'incident, je l'ai croisé dans le couloir, près de la salle de conférence. Il s'est visiblement tendu, s'est raclé la gorge maladroitement, et a évité mon regard. « Ignacio, bonjour », a-t-il lancé, me demandant comment s'était passé Barcelone. Je lui ai répondu que cela avait été productif, merci, et que le client était satisfait. J'ai gardé une voix professionnelle et froide. J'ai ajouté que le rapport final était sur mon bureau, s'il souhaitait l'examiner. Il a acquiescé, disant qu'il le regarderait plus tard, et a pratiquement fui vers son bureau. Pendant ces jours-là, Matteo m'envoyait des rapports quotidiens par courriel crypté, avec des photographies en pièces jointes. Le schéma était exactement celui que je soupçonnais. Mais le voir documenté, avec une précision médico-légale, rendait la chose 1000 fois pire. Pour la journée du mardi 21 octobre, le rapport indiquait que Béatrice avait quitté la maison à 18h33, et avait conduit directement à l'hôtel Regina, à Alcalá de Henares, situé à 28 km de chez nous. Ricardo est arrivé 7 minutes plus tard, dans sa BMW noire. Ils sont entrés dans l'hôtel séparément, avec un décalage de 5 minutes. Matteo les a documentés entrant tous les deux dans la chambre 304. Ils sont repartis 3 heures plus tard, elle à 21h48, et lui à 21h53. Béatrice est arrivée à la maison à 22h17, les cheveux mouillés, exactement comme elle le faisait toujours après son prétendu cours de pilates. Le jeudi 23 octobre, le schéma s'est répété. Béatrice est partie à 18h31, suivant le même itinéraire vers l'hôtel Regina.
Ricardo est arrivé 9 minutes plus tard, chambre 304, à nouveau. Matteo a même obtenu des informations, en soudoyant un employé de ménage, révélant que la chambre était réservée en permanence les mardis et jeudis, sous le nom de « R. Moral ». Un pseudonyme grossier, mais efficace. Ce jeudi-là, quand Béatrice est rentrée après 22 heures, je regardais le match du Real Madrid à la télévision. Elle est entrée dans le salon, en se séchant les cheveux avec une petite serviette. Elle m'a dit « Salut, chérie », mentionnant que le Pilate avait été intense aujourd'hui. L'instructeur leur avait fait faire des abdominaux pendant 40 minutes, et elle était donc épuisée. Elle s'est laissée tomber sur le canapé à côté de moi, avec un soupir exagéré. Ça a l'air fatigant, ai-je répondu, sans quitter la télévision des yeux. Je lui ai demandé si elle voulait manger quelque chose, car j'avais préparé des pâtes. Elle a refusé, prétextant avoir mangé une salade avec les filles de la salle après le cours, mais en me remerciant. Elle s'est blottie contre mon épaule, comme elle l'avait fait des milliers de fois pendant notre mariage. L'odeur de son parfum cher, celui que Ricardo lui avait offert, a envahi mes narines. Je me suis forcé à ne pas me reculer brusquement. À l'intérieur, mon estomac se tordait de nausées et de rage. Mais à l'extérieur, je suis resté impassible. Le mardi 28 octobre, le manège a continué à l'hôtel Regina, chambre 304, pendant 3 heures. Matteo a envoyé 47 photos ce jour-là. J'ai vu Béatrice entrer dans le parking souterrain, et Ricardo traverser le hall en ajustant sa cravate. Tous deux dans l'ascenseur, capturés par les caméras de sécurité, que Matteo avait réussi à pirater grâce à des contacts techniques. Le jeudi 30 octobre, ce fut le même rituel. Mais cette fois, Matteo a ajouté une nouveauté à son rapport. Il avait retracé les réservations de l'hôtel via un contact interne. La chambre 304 était réservée sous le nom de R. Moral chaque mardi et jeudi, depuis le 15 août 2023. Cela signifiait 14 mois d'enregistrement continu. Il a joint le document numérisé. 14 mois. C'était plus d'1 an de mensonges. Pendant ces 10 jours, j'ai également fait d'autres découvertes. J'ai discrètement examiné les relevés de notre compte bancaire commun, pendant que Béatrice dormait. J'ai trouvé des prélèvements que je n'avais jamais remarqués auparavant. Il y avait le restaurant La Cabana Roa, à Alcalá, pour 186 € le 12 septembre. La bijouterie Montiel, à Sol, pour 430 € le 3 octobre. Ainsi qu'un hôtel de charme à Ségovie pour 290 €, le 27 septembre. Ce week-end-là, elle m'avait dit qu'elle partait faire une retraite de yoga avec des amis. J'ai additionné chaque dépense suspecte avec soin, dans un tableau caché sur mon ordinateur. Le total atteignait exactement 18 700 €, dépensés en 14 mois. C'était l'argent de notre compte commun. Mon argent, utilisé pour financer sa liaison. C'était le comble de l'insolence. Au 10e jour de surveillance, le vendredi 31 octobre, Matteo m'a donné rendez-vous à son bureau, pour me remettre le rapport complet. Je suis arrivé à 16h30, et j'ai trouvé sur son bureau un épais dossier Kraft, qui semblait peser des tonnes. Matteo a fait glisser le dossier vers moi avec une expression sérieuse, et m'a dit « Monsieur Vega, tout est là ». Le dossier contenait 162 photos en haute résolution, des transcriptions de messages récupérés sur le serveur de l'hôtel, et un registre complet des réservations. Il y avait aussi quelque chose de plus, qu'il avait découvert en enquêtant sur Ricardo Molina. J'ai demandé ce que c'était, tout en ouvrant la chemise. Les premières images montraient Béatrice et Ricardo entrant dans l'hôtel Regina sous différents angles, avec les dates et heures imprimées dans le coin. Matteo m'a lâché, Ricardo Molina est marié. Il a sorti plusieurs feuilles agrafées, d'un autre dossier. Il a expliqué que sa femme s'appelait Amparo Ruiz de Molina, qu'elle avait 49 ans et était femme au foyer. Ils étaient mariés depuis 27 ans, et avaient 3 enfants, Raoul, 25 ans, Sandra, 23 ans, et Alberto, 19 ans. Ils vivaient dans la maison même où j'avais découvert ma femme, ce fameux matin. Il a ajouté que la famille paraissait exemplaire. Amparo participait activement aux associations de quartier, et Ricardo assistait aux événements scolaires. De l'extérieur, tout était très respectable. J'ai senti mon estomac se nouer. C'était une autre famille détruite, et d'autres enfants qui ignoraient que leur père était un menteur. J'ai demandé si la femme savait quelque chose. Matteo m'a répondu qu'il n'avait aucune preuve en ce sens. En fait, il avait trouvé des publications sur son profil Facebook, datant d'il y a 3 semaines,
où elle identifiait Ricardo avec des cœurs, le qualifiant de meilleur mari au monde. Selon le détective, elle n'en avait manifestement aucune idée. J'ai parcouru les feuilles que Matteo m'avait remises. Elles contenaient des informations détaillées, incluant l'adresse complète de la famille Molina, leur numéro de téléphone, les lieux de travail des enfants, et même l'horaire auquel Amparo faisait ses courses hebdomadaires au Mercadona du coin. Matteo était exceptionnellement minutieux. Il a repris la parole, il y a quelque chose de plus important, en pointant du doigt une page spécifique du rapport. Toutes les rencontres documentées suivent un schéma extrêmement rigide. C'est toujours le mardi et le jeudi, toujours entre 19h et 19h15 pour les heures d'arrivée. C'est toujours la chambre 304, avec une durée moyenne de 2h53. Il a conclu que ce niveau de constance suggérait une relation hautement organisée, presque mécanique. J'ai tourné les pages lentement. Il y avait des photos datant du début de la surveillance, y compris les 21, 23, 28 et 30 octobre. 4 rencontres documentées en 10 jours, multipliées par 14 mois, représentaient environ 112 rencontres. C'était 112 fois où ma femme avait choisi Ricardo, au détriment de notre famille. J'ai demandé, d'une voix rauque, s'il avait pu obtenir les messages écrits. Matteo a sorti plusieurs autres pages. Il m'a expliqué qu'il n'avait pu récupérer que des fragments, laissés sur le serveur de l'hôtel lors de leur réservation. Rien de très explicite, car ils utilisaient apparemment WhatsApp avec des messages éphémères. Cependant, il avait réussi à exhumer 3 échanges de mails entre eux, que l'expert informatique avait extraits d'anciens serveurs. J'ai lu le premier, daté du 20 septembre 2023. Béatrice y écrivait, mardi, à l'heure habituelle. J'ai besoin de te voir. Ricardo avait répondu, bien sûr. La chambre est réservée, tu me manques. Béatrice avait alors rétorqué qu'Ignacio voyageait à Saragosse ce jour-là. Ce à quoi Ricardo avait répondu que c'était parfait, qu'elle était incroyable, et qu'il avait hâte. Le deuxième email datait du 15 janvier 2024. Ricardo écrivait qu'Amparo lui avait demandé pourquoi il rentrait tard les jeudis, et qu'il lui avait parlé de réunions avec des investisseurs allemands. Béatrice avait répondu qu'Ignacio ne se doutait de rien non plus, qu'il était tellement absorbé par son travail, qu'il pourrait se donner rendez-vous chez eux sans qu'ils s'en aperçoivent, ajoutant un « Ah ». Ricardo l'avait mis en garde contre un excès de confiance, jugeant préférable de conserver l'hôtel. Béatrice avait approuvé, lui disant qu'il avait raison, et qu'elle l'aimait. Ces 3 derniers mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Elle lui avait dit qu'elle l'aimait. Elle le lui disait à lui, mais à quand remontait la dernière fois où elle me l'avait dit avec sincérité, et non par simple habitude? Le 3e email était plus récent, datant du 8 octobre 2024. Béatrice y écrivait que le parfum qu'il lui avait offert était magnifique, et qu'Ignacio avait commenté qu'il sentait cher, mais qu'il ne se doutait de rien. Ricardo avait répondu que c'était seulement le meilleur pour elle, bien qu'il s'inquiète que je remarque ces détails. Béatrice lui avait dit de se détendre, puisqu'elle m'avait affirmé l'avoir acheté elle-même. Et que j'étais tellement naïf, que j'avais tout gobé. Ricardo avait répliqué que, malgré tout, il devait faire attention, car sa promotion au poste de PDG se décidait en janvier, et qu'il ne pouvait pas risquer de scandale maintenant. J'ai fermé les yeux, sentant la bile monter dans ma gorge. Elle m'avait traité de naïf, et Ricardo s'inquiétait plus pour sa promotion, que pour les familles qu'il détruisait. Ce n'est pas tout, a lancé Matteo, interrompant mes sombres pensées. Il a sorti une enveloppe séparée. Il m'a révélé avoir enquêté sur les finances de Ricardo, grâce à des contacts bancaires, et qu'il avait d'importantes dettes. Il avait un prêt hypothécaire de 34 000 € sur sa maison, un crédit automobile de 28 700 €, et 2 cartes de crédit avec un solde cumulé de 15 600 €. Son salaire était élevé, mais il dépensait plus qu'il ne gagnait. Les cadeaux onéreux pour sa maîtresse étaient probablement financés à crédit. Cela expliquait pourquoi elle avait utilisé notre argent commun, pour payer les hôtels et les dîners. Ricardo payait pour les bijoux et les parfums, tandis Béatrice avançait l'argent pour les rencontres. C'était un arrangement à frais partagés, dans leur sordide petite liaison. Ce soir-là, après avoir épluché le rapport complet pendant 3 heures dans mon bureau, j'ai commencé à analyser méticuleusement nos relevés bancaires communs des 14 derniers mois. J'avais des copies numériques de tout, car c'était moi qui gérais les finances familiales. Béatrice ne prenait jamais la peine de vérifier les comptes. J'ai créé un tableau détaillé, avec chaque dépense suspecte. Il y avait 56 débits pour l'hôtel Regina à Alcalá, pour 120 € chacun,
totalisant 6 720 €. 23 débits pour le restaurant La Cabane à Roa, avec une moyenne de 180 €, totalisant 4 140 €. 3 débits de la bijouterie Montiel, pour 2 560 €. 7 débits dans une boutique de lingerie à Serrano, totalisant 1 830 €. 2 débits pour l'hôtel de charme à Ségovie, totalisant 600 €. 8 débits pour des soins de spa et de beauté, totalisant 2 850 €. Le montant documenté atteignait exactement 18 700 €. C'était près de 19 000 € de mon salaire, gagné à force d'heures supplémentaires et de voyages épuisants, utilisés pour financer la trahison de ma femme. C'était de l'argent que nous aurions pu utiliser pour refaire la cuisine, comme Béatrice l'avait demandé il y a 2 ans. C'était de l'argent qui aurait pu payer un semestre entier de l'université de Marcos. De l'argent qui s'était tout simplement évaporé, dans des hôtels bon marché et des dîners romantiques avec un autre homme. J'ai imprimé chaque relevé, surligné chaque débit suspect en jaune, et je les ai classés chronologiquement dans un classeur à part. Julien m'avait expliqué que la documentation financière était cruciale, dans les divorces pour infidélité. Cela prouvait la dissipation des biens matrimoniaux, un terme juridique sophistiqué pour dire que Béatrice avait volé l'argent du ménage pour sa liaison. J'ai tout rangé dans ma mallette, le rapport de Mathéo, les relevés bancaires, les photos les plus compromettantes, et les emails imprimés. Il était presque 2h30 du matin, quand j'ai finalement éteint la lumière de mon bureau. Je suis monté silencieusement. Béatrice dormait profondément dans son lit conjugal, recroquevillée sur le côté droit, comme toujours. Sa respiration était calme et régulière. Elle dormait comme un bébé, sans la moindre trace de culpabilité sur son visage détendu. Je suis resté sur le pas de la porte à l'observer pendant plusieurs minutes. C'était la femme avec qui j'avais partagé 22 ans de ma vie. La mère de mon fils. La personne qui avait juré de m'aimer dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté. Mais tout cela n'avait été qu'un mensonge. Le lundi 3 novembre, je suis retourné au cabinet de Julien Herrera, avec le rapport complet de Mathéo, et tous les relevés bancaires organisés. Sa secrétaire m'a fait entrer immédiatement dans son bureau, une grande pièce aux étagères remplie de codes juridiques, avec des diplômes encadrés au mur. Julien a examiné les documents pendant 40 minutes sans interruption, prenant quelques notes sur un bloc-notes jaune. Finalement, il a levé les yeux, avec une expression sérieuse mais satisfaite. Il a déclaré, « Monsieur Vega, c'est un cas d'école d'infidélité, avec dissipation des biens. » Il a souligné que j'avais des preuves photographiques irréfutables, un registre détaillé des dépenses, et la preuve d'une tromperie continue pendant 14 mois. Selon lui, n'importe quel juge statuerait en ma faveur. Je me suis penché en avant, et j'ai demandé ce que je devais faire maintenant. Il m'a répondu, « Tout d'abord, nous devons protéger les actifs immédiatement, avant qu'elle n'ait des soupçons et ne commence à déplacer l'argent. » Julien a sorti plusieurs formulaires de son classeur. Il a expliqué, « Nous allons demander une mesure conservatoire, pour geler les comptes bancaires communs. Cela empêchera l'un de vous d'effectuer des transactions importantes, sans autorisation judiciaire. » Il a ajouté, « En parallèle, je vais vous ouvrir un compte personnel séparé, où vous déposerez uniquement vos futurs revenus. » J'ai demandé si c'était légal, et si je ne pouvais pas simplement virer ma moitié. Julien a secoué la tête fermement. Il m'a expliqué que, sous le régime de la communauté de biens, chaque actif acquis pendant le mariage appartient à 50% aux deux conjoints. Il a précisé, si vous transférez des fonds unilatéralement, elle pourrait vous accuser de dissimulation de biens, et compliquer la procédure. La mesure conservatoire protège légalement les deux parties, le temps que le divorce soit prononcé. C'était logique. J'ai demandé combien de temps prenaient ces mesures. Il m'a assuré qu'avec les preuves en ma possession, il faudrait probablement 72 heures pour obtenir l'approbation du juge. Il a ajouté qu'en attendant, il avait besoin que je documente absolument tous les biens conjugaux, les propriétés, les véhicules, les comptes d'épargne, les investissements, et les fonds de pension. Il a conclu, nous allons faire un inventaire complet. Nous avons passé les 2 heures suivantes à cataloguer méticuleusement chaque actif que Béatrice et moi possédions. Julien tapait sur son ordinateur, tandis que je fournissais les détails. Notre résidence principale, à Pozuelo de Alarcón, avait été achetée en 2006 pour 385 000 €, et l'hypothèque avait été entièrement remboursée en 2021. Sa valeur actuelle estimée, selon une récente évaluation, était de 520 000 €. Nous avions un appartement en location à Salamanque, acheté en 2015 comme investissement pour 240 000 €,
avec une hypothèque restante de 87 000 euros. Il générait un revenu locatif de 1 100 euros par mois, ce qui portait sa valeur actuelle à 310 000 euros. Nous avions 2 véhicules, ma Mercedes classe de 2020, évaluée à 42 000 euros, et son Audi A4 de 2022, valant 38 000 euros. Les comptes bancaires conjoints comprenaient un compte courant Santander avec 34 600 euros, et un compte d'épargne BBVA avec 89 300 euros. Les plans de pension incluaient le mien, avec 156 000 euros accumulés, et celui de Béatrice, avec 12 400 euros, que j'avais financé. Le total des biens matrimoniaux s'élevait à environ 1 214 300 euros. Julien a expliqué qu'en théorie, 607 150 euros appartenaient à chacun de nous. Mais, face à l'infidélité prouvée et à la dissipation de 18 700 euros de fonds communs, il allait demander une répartition favorable de 55% contre 45%, ou mieux. Il a ajouté, elle devra vous rembourser pour ses dépenses injustifiées. J'ai interrogé sur le sort de la maison. Il m'a répondu, la résidence principale, c'est plus compliqué. Elle est normalement attribuée au conjoint ayant le moins de ressources, ou à celui qui a la garde des enfants mineurs. Il a souligné que notre fils, Marcos, avait 20 ans et était déjà majeur. Ce facteur ne s'appliquait donc pas. Béatrice aura du mal à prouver qu'elle a plus besoin de la maison que vous. Nous demanderons donc qu'elle vous soit attribuée, ou vendue avec partage des bénéfices. Pendant que Julien rédigeait les documents nécessaires, j'ai pris des photos détaillées de chaque pièce de notre maison. Le jour même, alors que Béatrice était sortie faire des courses, j'ai répertorié les meubles, les appareils électroménagers et les petites œuvres d'art. Julien avait insisté sur le fait que tout ce qui pouvait être contesté par la suite devait être photographié et daté. Le mercredi 5 novembre, Julien m'a appelé à 11h47. Il m'a annoncé, « Monsieur Vega, nous avons l'approbation du juge. Les comptes communs sont gelés, à partir de cet instant. » Il m'a demandé de me rendre à la banque le jour même, avec l'ordonnance qu'il m'avait envoyée par email, afin d'ouvrir mon compte personnel. L'après-midi, je suis allé à l'agence Santander de Moncloa. Le directeur était un homme chauve nommé Francisco, que je connaissais pour avoir géré notre compte pendant des années. Il a lu l'ordonnance du tribunal, avec une expression embarrassée. Il m'a dit, « Don Ignacio, je suis désolé que vous traversiez cette épreuve, je vais procéder immédiatement au blocage. » Il m'a demandé si je souhaitais ouvrir un nouveau compte. J'ai répondu oui, et uniquement à mon nom. Il a acquiescé, précisant que mes futurs revenus salariaux pourraient y être versés sans problème, car ils étaient considérés comme des biens propres après la séparation. Francisco a tapé sur son ordinateur, et m'a confirmé que le compte serait actif dans 24 heures. Ce soir-là, en rentrant à la maison vers 20 heures, Béatrice était dans la cuisine en train de préparer le dîner. C'était étrange, car elle cuisinait peu, dernièrement. Elle m'a lancé, « Salut, chérie », ajoutant qu'elle avait préparé mon plat préféré, un gâteau de pommes de terre au four. Elle a souri, essayant de paraître joyeuse, mais j'ai remarqué une tension dans ses épaules. Je l'ai remerciée, lui disant que ça sentait bon. Je me suis assis à table, faisant semblant que tout était normal, alors que mon estomac se tordait. Je me demandais comment je pouvais manger avec elle, après tout ce que je savais. Pendant le dîner, Béatrice n'a cessé de parler de banalités. Elle a mentionné la voisine du 3e, qui avait rénové son balcon. Elle s'est plainte du supermarché qui avait changé l'emplacement des produits laitiers, et de la cherté des tomates. Je hochais la tête de temps en temps, sans vraiment écouter. Mon esprit était occupé à calculer ma prochaine action. Le jeudi 6 novembre, soit exactement 23 jours après les avoir découverts, Julien a finalisé la demande de divorce officielle. C'était un document de 47 pages, qui détaillait chaque aspect juridique de l'affaire. Il incluait les motifs du divorce, fondés sur une infidélité prouvée, ainsi qu'un inventaire complet des biens. Il comportait des preuves photographiques en annexe, une demande de partage des biens favorable à 58% contre 42%, ainsi que le remboursement des fonds dissipés. Tout en demandant que le domicile conjugal me soit attribué, Julien m'a expliqué, ce même après-midi, que j'avais 2 options. La première consistait à notifier Béatrice dès maintenant par le biais d'un huissier. Elle recevrait alors formellement les papiers, et aurait 20 jours pour répondre. La seconde option était de lui remettre les documents moi-même, lors d'une confrontation privée. Il m'a averti que c'était plus dramatique, mais que cela me donnait le contrôle du moment. J'ai demandé ce qu'il me recommandait. Il a répondu que cela dépendait de mes objectifs émotionnels.
Si vous cherchez une justice froide et efficace, la notification judiciaire est préférable. Si vous voulez qu'elle comprenne exactement ce qu'elle a perdu, et pourquoi, alors la confrontation personnelle est plus adaptée. J'ai pensé aux 112 fois où elle m'avait menti, aux 18 700 € volés, et aux emails où elle me traitait de naïf. J'ai aussi repensé à Ricardo, qui s'inquiétait davantage pour sa promotion que pour les familles détruites. J'ai choisi la confrontation personnelle, mais en ajoutant que je ne voulais pas m'en contenter. Julien a haussé un sourcil, et m'a demandé ce que j'avais en tête. Je lui ai expliqué que je voulais que Ricardo Molina en subisse également les conséquences, non seulement sur le plan personnel, mais aussi professionnel. J'ai précisé qu'il avait enfreint le code d'éthique de l'entreprise, en entretenant une relation avec la femme d'un subordonné, ce qui devait avoir des répercussions. Julien a reconnu que c'était techniquement exact. Il m'a demandé si j'avais l'intention de le dénoncer aux ressources humaines de l'entreprise. J'ai répondu que oui, mais que je voulais parfaitement coordonner les choses. Mon but était de confronter Béatrice, et de dénoncer Ricardo le même jour, pour obtenir un impact simultané maximal. Julien a eu un léger sourire. Il a dit qu'il aimait ma façon de penser, mais qu'il y avait autre chose que je devrais prendre en compte. J'ai demandé quoi. Il a pointé du doigt que la femme de Ricardo, Amparo Ruiz, ne savait rien, selon le rapport du détective. Il a ajouté qu'elle avait, elle aussi, le droit de connaître la vérité. Honnêtement, son témoignage en tant qu'épouse trompée, et témoin supplémentaire dans mon dossier, pourrait s'avérer dévastateur pour les deux infidèles. Il avait raison. Amparo méritait de savoir que son mari depuis 27 ans la trahissait systématiquement, depuis plus d'1 an. Et si elle décidait elle aussi de demander le divorce, Ricardo ferait face à une destruction totale. 2 divorces simultanés, la perte de son emploi, et la ruine financière. Ce serait la justice parfaite. Le lundi 10 novembre, j'ai pris la décision la plus difficile jusque-là, contacter Amparo Ruiz de Molina. J'avais son numéro de téléphone grâce au rapport de Matteo, mais l'appeler directement me paraissait trop brutal. J'ai plutôt décidé de me présenter à sa porte. Selon la surveillance de Matteo, Amparo sortait tous les lundis à 10h30, pour faire ses courses hebdomadaires au Mercadona de son quartier. Elle rentrait vers 12h15. Ricardo, lui, était au bureau jusqu'à 19h, les lundis. Cela m'offrait une fenêtre de tir parfaite. Je suis arrivé chez les Molina à 12h40, alors que je voyais sa Renault Clio beige se garer devant l'entrée. Amparo est sorti de la voiture, portant 4 grands sacs de courses réutilisables, remplis à ras-bord. C'était une femme de taille moyenne, aux cheveux bruns parsemés de mèches grises. Elle ne cherchait pas à se cacher, vêtue d'un jean et d'un simple pull. Elle avait l'air fatiguée, mais digne. Je suis sorti de ma Mercedes, et je l'ai approchée avant qu'elle n'entre dans la maison. Je l'ai interpellée, Madame Amparo Ruiz de Molina. Elle s'est retournée, surprise, serrant ses sacs de manière défensive. Oui, qui êtes-vous, a-t-elle demandé. Je me suis présenté, je m'appelle Ignacio Vega, je travaille avec votre mari, Ricardo, à l'entreprise de logistique. J'ai ajouté que j'avais besoin de lui parler d'une affaire extrêmement délicate, et je lui ai demandé si nous pouvions discuter à l'intérieur. Je lui ai promis de ne pas lui prendre beaucoup de temps. Son expression est passée de la surprise à l'inquiétude. Elle a demandé s'il était arrivé quelque chose à Ricardo, ou s'il avait eu un accident. Je l'ai rassuré, non, ce n'est pas cela. Mais c'est important, alors s'il vous plaît. Amparo a hésité, visiblement mal à l'aise, mais a fini par hocher la tête. Elle a accepté, à condition de ranger les courses d'abord. Je l'ai suivie à l'intérieur de la maison. Celle-là même où, au petit matin du 14 octobre, j'avais découvert la trahison. Voir le hall d'entrée en plein jour, avec une décoration familiale normale, des photos de mariage et de remise de diplôme au mur, et des chaussons d'enfants oubliés près de la porte, rendait le tout encore plus surréaliste. C'était une vraie famille, sur le point d'être détruite. Amparo a rapidement rangé les provisions dans la cuisine, et m'a fait passer dans le salon. Nous nous sommes assis sur des canapés opposés, avec une table basse en bois entre nous. Elle m'a regardé, avec une nervosité pleine d'attente. Elle a brisé le silence, Monsieur Vega, vous me faites peur. Que se passe-t-il? J'ai pris une profonde inspiration. Je lui ai dit, Madame Amparo, ce que je vais vous dire va faire voler votre monde en éclats. Croyez-moi, je ne prends aucun plaisir à faire cela, mais vous méritez de connaître la vérité.
J'ai sorti un dossier de ma mallette, contenant des copies de photographies moins explicites, mais tout aussi accablantes. Je lui ai annoncé que son mari, Ricardo, entretenait une relation extra-conjugale avec ma femme, Béatrice, depuis maintenant 14 mois. La couleur a complètement disparu de son visage. Quoi, a-t-elle lâché? Non, ce n'est pas possible, Ricardo ne ferait jamais. Je lui ai tendu le dossier. Je lui ai dit que j'avais des preuves irréfutables, un détective privé, des photos datées, des registres d'hôtels, ainsi que des relevés bancaires. Tout était légalement documenté. Amparo a pris le dossier avec des mains tremblantes, et a commencé à l'examiner. J'ai vu ses yeux s'embuer de larmes, à mesure qu'elle tournait les pages. Il y avait les photos de Ricardo entrant dans l'hôtel Regina, celles de Béatrice dans le parking, les relevés de réservation répétés, et les emails où ils planifiaient leur rencontre. J'ai chuchoté, 112 fois. Ils se sont vus environ 112 fois dans cet hôtel. Tous les mardis et jeudis, depuis plus d'1 an, dans la chambre 304. Amparo a laissé échapper un sanglot étouffé. Les photos sont tombées de ses mains, sur la table. Elle s'est écriée, tous les jeudis. Tous les foutus jeudis, il me disait qu'il avait des réunions avec des investisseurs allemands. Elle a ajouté que les mardis, il prétendait vérifier les stocks dans l'entrepôt des Alcala. Sa voix s'est complètement brisée. 27 ans de mariage avec cet homme. 27 ans à élever ses enfants, et pourtant, il. Je n'ai rien dit, lui laissant simplement le temps de digérer cette dévastation. Elle a pleuré en silence pendant plusieurs minutes, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. Finalement, elle a respiré profondément, tentant de reprendre son sang-froid. Elle a demandé pourquoi je lui disais tout ça. Selon elle, j'aurais très bien pu gérer cela discrètement, en divorçant de ma femme sans l'impliquer. Je lui ai répondu, parce que vous méritez la vérité, et parce que Ricardo doit assumer toutes les conséquences de ses actes. J'ai ajouté qu'il ne s'agissait pas seulement de perdre ma femme, mais aussi de lui faire perdre sa propre famille. J'ai fait une pause, avant d'admettre, honnêtement, c'est aussi parce que votre témoignage, en tant qu'épouse trompée, renforcerait énormément toute action judiciaire ou professionnelle à son encontre. Amparo m'a regardé avec des yeux rougis. Elle a demandé ce que je comptais faire. Je lui ai expliqué que j'allais confronter Béatrice, et lui remettre les papiers du divorce. J'ai ajouté que j'avais également l'intention de dénoncer Ricardo aux ressources humaines de l'entreprise. Il avait enfreint le code d'éthique, en ayant une relation avec l'épouse d'un subordonné, ce qui mènerait presque certainement à son licenciement. Elle a répondu d'une voix froide et dure, bien. Qu'il perde tout, tout comme je suis en train de tout perdre en ce moment. J'ai alors suggéré prudemment qu'il y avait autre chose que nous pourrions faire ensemble. Si nous coordonnions nos actions le même jour, l'impact serait maximal. Mon plan était le suivant, je confronte Béatrice chez moi, et elle confronte Ricardo ici, ou là où elle le préfère. Les deux recevraient des preuves irréfutables, simultanément. Le lendemain, nous présenterions une plainte conjointe à l'entreprise. Amparo est restée silencieuse pendant près d'1 minute, assimilant la proposition. Finalement, elle a hoché la tête, et a demandé à quelle date. J'ai proposé le samedi 15 novembre, c'est-à-dire dans 5 jours. C'était suffisamment long pour tout préparer, mais pas assez pour éveiller leurs soupçons. J'ai ajouté que Ricardo serait à la maison ce jour-là, et que mon fils Marcos y serait aussi. Ce serait donc une confrontation familiale totale. Elle a murmuré, ses enfants. Oh mon Dieu, ses enfants. Elle s'est couvert le visage de ses mains, se demandant comment elle allait leur annoncer ça. Raoul idolâtrait son père, Sandra se mariait l'année prochaine et voulait que Ricardo l'accompagne à l'hôtel, et Alberto était en 2e année d'université, financé par leur argent commun. Je l'ai regardé avec compassion. Je comprends parfaitement, lui ai-je dit. Mon fils de 20 ans devra lui aussi accepter le fait que sa mère a détruit notre famille. J'ai fait une pause, avant d'ajouter, mais la vérité vaut toujours mieux que de vivre dans le mensonge, vous ne croyez pas? Amparo a baissé les mains, et m'a regardé directement, avec une détermination nouvelle dans ses yeux larmoyants. Elle a déclaré, vous avez raison. Ce sera le samedi 15 novembre. Elle m'a demandé l'heure. J'ai prévu de le faire pendant le dîner, vers 21h, car Béatrice serait détendue, et Marcos serait présent, pour un impact émotionnel maximal. Elle a affirmé qu'elle ferait de même. Elle dînerait avec Ricardo, et une fois le repas terminé, elle lui montrerait tout. Amparo a ramassé les photos sur la table, avec des mains déjà plus assurées.
Elle m'a demandé si elle pouvait en garder des copies. Je lui ai répondu, bien sûr, elles sont à vous. En me levant pour partir, j'ai ajouté, Madame Amparo, je suis profondément désolé que nous ayons dû nous rencontrer dans ces circonstances. Aucun de nous ne méritait cela. Elle a confirmé que non. Elle s'est levée à son tour, essuyant ses dernières larmes, et a conclu, au moins, maintenant, nous connaissons la vérité. Et ils vont payer pour chaque mensonge. Nous nous sommes serrés la main, scellant un pacte silencieux de justice mutuelle. En quittant cette maison, j'ai ressenti une forme de soulagement mêlé d'anticipation. Je n'étais plus seul là-dedans. Amparo était une alliée inattendue, mais redoutable. Les jours qui ont suivi se sont écoulés dans une préparation méticuleuse. Julien a finalisé tous les documents légaux. J'ai répété mentalement la façon dont j'allais confronter Béatrice, des dizaines de fois. J'ai acheté une petite caméra vidéo cachée, que j'allais installer dans la salle à manger pour enregistrer la confrontation. Julien m'avait suggéré que cela pourrait s'avérer utile sur le plan juridique. Le vendredi 14 novembre, à la veille de la confrontation prévue, Béatrice a commenté pendant le petit déjeuner que nous devrions préparer quelque chose de spécial pour le dîner du lendemain. Elle m'a demandé ce que j'en pensais, car elle préparait des lasagnes. Je lui ai répondu que cela semblait parfait, arborant un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. J'ai ajouté, ce sera un dîner très mémorable. Elle n'avait aucune idée à quel point il le serait. Le samedi 15 novembre s'est levé sous un ciel clair et des températures fraîches, typiques d'un automne madrilène. Je me suis réveillé à 7h20, le cœur battant à tout rompre, sachant que cette journée allait tout changer, à jamais. Béatrice a préparé le petit déjeuner comme n'importe quel samedi normal, du café au lait, des toasts à l'huile d'olive et de la tomate écrasée. Marcos est descendu vers 9h, traînant encore les pieds de sommeil, et s'est assis en face de moi en bâillant. « Bonjour, champion », lui ai-je dit, en essayant de paraître décontracté. Je lui ai demandé s'il avait des projets pour la journée. Il a répondu qu'il devait sortir avec Daniel l'après-midi, mais qu'il pouvait annuler si j'avais besoin de quelque chose, tout en mordant distraitement dans sa tartine et en vérifiant son portable. Je lui ai dit que je préférais qu'il dîne avec nous ce soir, puisque sa mère préparait des lasagnes. J'ai jeté un coup d'œil à Béatrice, qui souriait depuis la cuisine, totalement inconsciente de ce qui se préparait. J'ai ajouté que cela faisait longtemps que nous n'avions pas dîné tous les trois, tranquillement. Marcos a haussé les épaules, bien sûr, papa. Pas de problème. La journée s'est écoulée avec une lenteur atroce. À 14h30, alors qu'ils étaient tous les deux sortis, j'ai installé la caméra cachée sur l'étagère de la salle à manger. Je l'ai dissimulée parmi des livres décoratifs, avec un angle de vue parfait vers la table. J'ai vérifié 3 fois qu'elle fonctionnait correctement. J'ai ensuite organisé les documents légaux dans ma mallette, incluant la demande de divorce, l'ordonnance de gel des comptes, et l'inventaire des biens. Tout était parfaitement classé, dans un dossier bleu officiel. À 17h, j'ai reçu un SMS d'Amparo, tout est prêt de mon côté. Dîner avec Ricardo à 20h30. Que Dieu nous donne la force. J'ai répondu en lui souhaitant également beaucoup de courage, et en ajoutant qu'il méritait ce qui allait leur arriver. Béatrice a commencé à préparer le dîner vers 19h. L'odeur des lasagnes au four a embaumé la maison. C'était un parfum qui, en temps normal, aurait été réconfortant, mais qui, à présent, me retournait l'estomac. Elle fredonnait pendant qu'elle cuisinait, heureuse et détendue. Dans son esprit, ce n'était qu'un agréable dîner en famille de plus. Marcos a mis la table sans qu'on le lui demande, disposant les assiettes, les couverts, et les verres à vin pour les adultes. J'ai connecté mon ordinateur portable au téléviseur de 55 pouces du salon à l'aide d'un câble HDMI, en m'assurant que la présentation était prête. Marcos l'a remarqué, et m'a demandé si nous allions regarder un film pendant le repas. Je lui ai répondu que c'était quelque chose comme ça, une présentation importante, que je voulais partager avec eux. À 21h07, nous nous sommes mis à table. Béatrice a servi de copieuses portions de lasagne fumante, accompagnée d'une salade. Nous avons trinqué avec du vin rouge. Ils ont tous les deux bu, mais je me suis contenté de tremper mes lèvres dans le verre, sans vraiment avaler. J'avais besoin de garder l'esprit parfaitement clair. Pendant les 15 premières minutes, la conversation fut banale. Marcos a parlé de ses examens de décembre. Béatrice a commenté les soldes chez El Corte Inglés. J'ai hoché la tête de temps en temps, sans dire grand-chose. Je mangeais machinalement, chaque bouchée ayant le goût du ciment dans ma gorge.
Quand nous avons tous terminé le plat principal, je me suis essuyé la bouche avec une serviette, et je me suis levé. J'ai annoncé, avant le dessert, il y a quelque chose d'important que je dois partager avec vous deux. Béatrice m'a regardé, confuse, et a demandé si cela ne pouvait pas attendre après la tarte aux pommes. Je lui ai répondu, non, ça ne peut pas attendre. Je me suis approché de mon ordinateur portable, et j'ai bougé la souris. L'écran du téléviseur s'est allumé, affichant la première diapositive, avec la date et l'heure exacte, le 14 octobre 2024, à minuit 41. On y voyait la photographie de la façade de la maison de Ricardo Molina. Le visage de Béatrice a pâli instantanément. Ses yeux se sont écarquillés, et son verre de vin a failli lui échapper des mains. Elle a murmuré, « Ignacio, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je n'ai pas répondu, et je suis simplement passé à la diapositive suivante. C'était la photo de Ricardo ouvrant la porte, en peignoir bleu marine, avec une expression de panique figée dans le temps. Je suis passé à la diapositive suivante. On y voyait Béatrice, sur les escaliers intérieurs, en lingerie noire, descendant vers le hall. Marcos s'est levé brusquement de sa chaise. Regardant l'écran avec une horreur croissante, il a crié, « Papa, c'est quoi ce bordel ?» J'ai continué à faire défiler les diapositives, sans dire un mot. J'ai montré l'hôtel Regina, à Alcalá de Henares, avec Béatrice entrant dans le parking, et Ricardo arrivant quelques minutes plus tard. La date et l'heure figuraient sur chaque image, comme le 21 octobre à 19h03. Puis le 23 octobre à 19h08. Le 28 octobre à 19h01. Le 30 octobre à 19h15. C'était un schéma méthodique et dévastateur. Béatrice a essayé de se lever, mais ses jambes ne la portaient plus. Elle est retombée sur sa chaise, les larmes commençant à couler sur ses joues, et elle a supplié, « Ignacio, s'il te plaît, éteins ça. On peut en parler. » J'ai demandé de quoi exactement nous devions parler, Béatrice. J'ai pris la parole pour la première fois, et ma voix est sortie froide comme de la glace. J'ai mentionné les 14 mois pendant lesquels elle avait couché avec mon patron, ainsi que les quelques 112 fois où elle l'avait rejoint dans cet hôtel, pendant que je travaillais comme un idiot pour subvenir à nos besoins. Marcos regardait alternativement sa mère et moi, avec une expression de totale incrédulité. « Maman, est-ce que c'est vrai ?» a-t-il lâché. Béatrice a tendu la main vers lui en pleurant. « Marcos, mon chéri, ce n'est pas ce que ça a l'air. » Mais Marcos a reculé, comme si elle l'avait brûlé. J'ai passé d'autres diapositives, montrant les relevés bancaires avec les dépenses surlignées en jaune. J'ai pointé l'écran du doigt et j'ai dit, 18 700. J'ai expliqué que cet argent provenait de notre compte commun, dépensé dans des hôtels, des restaurants romantiques, et des cadeaux pour son amant. De l'argent qui aurait dû payer l'université de notre fils. De l'argent que j'avais gagné en voyageant, et en sacrifiant du temps en famille. Je suis passé à la diapositive suivante. J'ai affiché les emails imprimés en gros caractères, pour que tout le monde puisse les lire. Celui qui m'avait fait le plus de mal est apparu en plein écran. Celui où elle écrivait qu'Ignacio était si naïf, qu'il gobait tout. Et Ricardo qui répondait, « Ma promotion au poste de PDG se décide en janvier, on ne peut pas risquer de scandale. » Marcos a lu à haute voix, la voix brisée, demandant à sa mère si elle m'avait vraiment traité de naïf. Il s'est tourné vers Béatrice avec une fureur que je ne lui connaissais pas. « Comment as-tu pu lui faire ça ? Comment as-tu pu nous faire ça ?» Béatrice sanglotait ouvertement maintenant, son maquillage dessinant des lignes noires sur son visage. Elle a imploré, « Marcos, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. C'était une erreur horrible, je me sentais seul, ton père travaillait tout le temps. Je n'ai finalement pas explosé. » Bien que ma voix se soit élevée pour la première fois de la soirée, je lui ai lancé, « N'essaie pas de justifier ça en me rejetant la faute. Je travaillais pour nous offrir une belle vie. Pour que tu n'aies pas à travailler si tu n'en avais pas envie, pour payer cette maison. La voiture que tu conduis, et nos vacances en famille. » J'ai ajouté qu'elle m'avait remercié en couchant avec mon patron, pendant plus d'1 an. J'ai pris le dossier bleu dans ma mallette, et je l'ai jeté sur la table, devant elle. Plusieurs documents en ont glissé, arborant des sceaux officiels du tribunal. C'était une demande de divorce de 52 pages pour infidélité prouvée, avec les preuves en annexe. Je lui ai annoncé que les comptes bancaires communs avaient été gelés par décision de justice il y a 10 jours, et qu'elle ne pouvait plus bouger un seul euro sans autorisation. J'ai déclaré que je demandais un partage des biens en ma faveur,
à 58 contre 42, ainsi que le remboursement intégral des fonds qu'elle avait dissipés pour sa liaison. Béatrice a pris les papiers avec des mains tremblantes, les parcourant des yeux sans vraiment les lire. Elle a sangloté, « Ignacio, s'il te plaît, pouvons-nous aller en thérapie de couple pour arranger ça? Je t'aime, je t'ai toujours aimé. » Je lui ai répondu, non, et ma voix était d'acier. Je lui ai dit qu'elle ne m'aimait pas, et qu'elle ne m'avait probablement jamais vraiment aimé. Sinon, elle n'aurait pas pu me regarder dans les yeux chaque soir après avoir été avec lui. J'ai ajouté qu'elle n'aurait pas pu dormir paisiblement dans notre lit, en sachant ce qu'elle avait fait. Marcos était toujours debout, respirant bruyamment, les poings serrés le long du corps. Il a crié, « Maman, il faut que tu partes maintenant. » Béatrice a demandé, « Quoi ?» protestant que c'était sa maison, elle aussi. Marcos a hurlé que c'était la maison que papa avait payée. La maison où il les avait élevés, pendant qu'elle trompait son mari. Il a conclu qu'il ne voulait plus la voir ici. Béatrice s'est levée en chancelant, cherchant un appui sur la table. Elle m'a regardé une dernière fois, avec un désespoir absolu dans les yeux, et a supplié, « Ignacio, s'il te plaît. 22 ans ensemble, ça doit bien signifier quelque chose. » Je lui ai répondu, ça signifiait tout pour moi, jusqu'à ce que tu le détruises. J'ai ajouté qu'elle avait 48 heures pour emballer ses affaires personnelles, et qu'après cela, le reste serait légalement inventorié pour le partage des biens. Elle a quitté la salle à manger, sanglotant de manière incontrôlable. Elle est montée à l'étage, et j'ai entendu la porte de la chambre claquer violemment. Marcos et moi sommes restés silencieux pendant plusieurs minutes. Finalement, mon fils a pris la parole, d'une voix rauque. Il m'a demandé depuis combien de temps je savais. Je lui ai répondu que je le savais depuis le 14 octobre, quand je les avais découverts au petit matin, en rentrant de Barcelone avec un jour d'avance. Il m'a demandé pourquoi je n'avais rien dit pendant un mois. Je lui ai expliqué que j'avais besoin de preuves, et que je devais nous protéger légalement. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit que sa mère avait fait ses choix. Maintenant, nous devions tous en subir les conséquences. Béatrice a quitté la maison le dimanche après-midi, vers 16h30, après avoir rempli 2 grandes valises avec ses vêtements et ses effets personnels. Nous ne nous sommes pas adressé la parole. Elle a essayé d'approcher Marcos à 2 reprises, mais il l'a délibérément évité, s'enfermant dans sa chambre jusqu'à ce qu'il entende la voiture s'éloigner. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait emménagé temporairement chez sa sœur Claudia, à Retafe. Le même samedi 15 au soir, pendant que je confrontais Béatrice, Amparo avait fait exactement la même chose avec Ricardo. Elle me l'a confirmé par message, à 23h47. Elle m'a écrit, « C'est fait », précisant qu'elle lui avait tout montré. Il avait d'abord nié, puis supplié, avant d'exploser de rage. Elle a ajouté qu'il dormait sur le canapé, et que ses enfants étaient dévastés, mais que justice avait été rendue. Le lundi 17 novembre, à 9h, Amparo et moi nous sommes présentés ensemble au siège de l'entreprise. Nous avons demandé une réunion urgente avec le directeur des ressources humaines, Ernesto Salgado, et le PDG, Vicente Carmona. La secrétaire a d'abord essayé de nous fixer un rendez-vous quelques jours plus tard. Mais, quand j'ai mentionné qu'il s'agissait d'une conduite inappropriée d'un directeur régional, avec de graves implications juridiques, ils nous ont fait entrer immédiatement. Ernesto Salgado avait 61 ans, des cheveux complètement blancs, et une expression perpétuellement sérieuse. Vicente Carmona, le PDG, était plus jeune, 54 ans, et réputé pour sa tolérance zéro envers les scandales d'entreprise. Tous deux nous ont reçus dans une salle de réunion privée, au 5e étage. Ernesto a ouvert un carnet, se préparant à prendre des notes, et a demandé, « Monsieur Vega, Madame Molina, comment pouvons-nous vous aider ?» J'ai posé 2 copies du dossier complet sur la table en acajou, incluant les photos, les relevés bancaires, les registres d'hôtel et les emails. Amparo a fait de même de son côté. J'ai commencé, d'une voix ferme, Ricardo Molina, directeur régional de cette entreprise, a entretenu une relation extra-conjugale avec ma femme, Béatrice Serrano, au cours des 14 derniers mois. J'ai ajouté qu'en tant qu'employé sous ses ordres, cela constituait une violation flagrante du code d'éthique de l'entreprise, qui interdit toute relation compromettant l'environnement de travail, ou générant des conflits d'intérêts. Vicente Carmona a pris l'un des dossiers, et a commencé à l'examiner, son visage se durcissant à chaque page. J'ai précisé, tout ceci a été intégralement vérifié par un détective privé agréé, avec une documentation notariée. Tout est donc légal. J'ai pointé du doigt des photographies spécifiques,
montrant l'hôtel Regina à Alcalá de Henares, et leurs rencontres régulières tous les mardis et jeudis, pendant plus d'1 an. J'ai ajouté que les dépenses avaient été partiellement payées avec des fonds, qui auraient dû être déclarés comme un conflit, si une relation professionnelle appropriée avait existé. Amparo a pris la parole pour la première fois. Sa voix était brisée, mais ferme. Elle a déclaré qu'elle était la femme de Ricardo depuis 27 ans, et qu'elle venait tout juste de découvrir cette trahison, 2 jours auparavant. Elle a expliqué que sa famille était détruite. Mais, indépendamment de sa douleur personnelle, Monsieur Vega avait raison, la conduite de son mari violait les politiques de l'entreprise, qui protège les employés subalternes contre les abus de pouvoir. Ernesto Salgado a consulté le code d'éthique sur sa tablette, tout en écoutant. Il a lu l'article 4.7, qui stipule qu'il est strictement interdit d'entretenir des relations amoureuses ou sexuelles entre des membres du personnel de niveau hiérarchique différents, sans en informer expressément les ressources humaines. Il a également lu l'article 4.8, indiquant que les relations avec des proches directs de subordonnés constituent un grave conflit d'intérêts. Vicente a demandé directement à Ernesto si Ricardo les avait informés de cette relation. Ernesto a répondu « Jamais ». Il a vérifié son dossier complet 2 minutes plus tôt pendant que nous attendions, et il n'y en avait aucune mention. Vicente a refermé le dossier avec un bruit sec. C'est inacceptable, a-t-il lâché. Il nous a demandé de leur laisser les documents, afin de lancer une enquête interne immédiatement. Il a ajouté que Ricardo Molina serait suspendu avec effet immédiat, le temps d'évaluer l'ensemble du dossier. Je l'ai interrompu, sauf votre respect, Monsieur Carmona, une suspension n'est pas suffisante. Les preuves sont irréfutables, et il n'y a rien à enquêter. J'ai affirmé qu'il avait violé des politiques claires, utilisé sa position de pouvoir de manière inappropriée, et mis en péril la réputation de l'entreprise. Une simple suspension n'était donc pas suffisante. Vicente m'a fixé pendant plusieurs secondes, avant de hocher lentement la tête. Il m'a donné raison. Puisque les preuves étaient concluantes, et que l'affaire ne nécessitait pas d'enquête supplémentaire, ils allaient procéder à une rupture de contrat pour faute grave. Ricardo Molina serait licencié avec effet immédiat. Nous avons quitté cette réunion à 10h43. Amparo et moi nous sommes dit au revoir sur le parking, avec une poignée de main mutuelle, pleine de gratitude. Elle avait les larmes aux yeux, mais ressentait aussi une forme de soulagement. Elle m'a dit « Merci d'avoir eu le courage de me dire la vérité, Ignacio, et merci d'avoir fait ça avec moi. Je n'aurais pas pu le faire seul. » Je lui ai répondu « Au contraire, Madame Amparo. Vous êtes incroyablement forte, et Ricardo a perdu une femme extraordinaire. » À 13h20, alors que je déjeunais à mon bureau, j'ai entendu de l'agitation dans le couloir. Ricardo Molina s'en allait, escorté par la sécurité de l'entreprise, portant un carton avec ses affaires personnelles. Son visage était rouge d'humiliation et de rage. Il m'a aperçu à travers la vitre de mon bureau, et nos regards se sont croisés pendant 3 secondes. Puis, il a détourné les yeux, et a continué à marcher rapidement vers la sortie. À 15h, j'ai reçu un email officiel de Vicente Carmona, sollicitant un entretien privé. Je suis monté au 7e étage, m'attendant peut-être à une réprimande pour avoir provoqué un scandale dans l'entreprise. Vicente m'a reçu debout, près d'une fenêtre panoramique offrant une vue sur Madrid. Il m'a invité à m'asseoir. Je me suis installé sur la chaise devant son bureau, nerveux, mais essayant de garder ma contenance professionnelle. De manière inattendue, Vicente a commencé par dire qu'il voulait me remercier personnellement, pour avoir porté cette affaire à leur attention. Il a expliqué que des situations comme celle-ci, si elles étaient cachées, pouvaient engendrer des poursuites judiciaires de plusieurs millions d'euros pour environnement de travail hostile. J'avais agi avec une intégrité exemplaire. J'ai répondu que je n'avais fait que ce qui était juste, monsieur. Précisément, a-t-il rétorqué, et c'est exactement la qualité que nous recherchons chez nos dirigeants. Vicente s'est assis, et a ouvert un dossier. Il a déclaré que le poste de directeur régional était devenu vacant, à compter d'aujourd'hui. Il avait examiné mon dossier, qui montrait 9 années d'ancienneté dans l'entreprise, avec des évaluations constamment excellentes. Aucune plainte disciplinaire. Et de multiples projets réalisés en deçà du budget, et en avance sur le calendrier. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Vicente a repris, « Ignacio, j'aimerais vous proposer le poste de directeur régional par intérim, à partir de demain, avec un salaire correspondant de 87 000 euros par an, plus les primes. » Il a ajouté qu'après une période d'essai de 3 mois,
si mes performances étaient satisfaisantes, le poste deviendrait permanent. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Le poste que Ricardo avait faussement promis à Béatrice pour la garder sous son emprise, était désormais le mien, légitimement. J'ai déclaré que j'acceptais, Monsieur Carmona, et je l'ai remercié pour sa confiance. Excellent, a-t-il conclu. Les ressources humaines allaient préparer les documents dans la semaine. Vicente m'a tendu la main, et je l'ai serré fermement. Il m'a souhaité la bienvenue dans l'équipe de direction. J'ai quitté ce bureau en marchant sur un nuage. En moins de 48 heures, Ricardo avait perdu son travail, son mariage, et sa réputation. Et moi, j'avais obtenu la promotion que je méritais, par mon propre mérite, et non par la manipulation. La justice avait un goût doux, mais aussi amer. Car, bien que j'aie triomphé professionnellement, j'étais toujours dévasté sur le plan personnel. Mon mariage était détruit. La confiance envers les personnes que j'aimais avait été pulvérisée. Mais au moins, maintenant, je contrôlais mon propre destin. Les premiers jours suivant la confrontation, Marcos semblait être complètement de mon côté. Il ne répondait pas aux appels de Béatrice, et l'avait temporairement bloqué sur WhatsApp. Il m'accompagnait lors des dîners silencieux, où nous digérions tous les deux la destruction de notre famille. Mais cela a radicalement changé le jeudi 20 novembre. Je suis rentré chez moi vers 19h30, après ma première journée complète en tant que directeur régional par intérim. J'ai trouvé Marcos dans le salon, avec une expression hostile que je ne lui connaissais pas. Son ordinateur portable était ouvert, affichant un article de journal numérique. Il m'a demandé si j'avais vu ça, et m'a montré l'écran avec agressivité. Maman se fait humilier publiquement, et il y a des commentaires horribles sur elle, sur les réseaux sociaux. Il m'a expliqué qu'on la traitait de traînée, de briseuse de ménage, et de croqueuse de diamants. J'ai lu l'article rapidement. Quelqu'un de l'entreprise avait divulgué les détails du scandale, aux médias locaux. Le gros titre disait « Un directeur régional licencié pour une liaison avec la femme d'un subordonné ». 2 familles dévastées. J'ai posé ma mallette avec lassitude, et je lui ai dit que ce n'était pas moi qui avais divulgué cela. C'était probablement un employé bavard des ressources humaines. Mais il a hurlé que j'avais déclenché tout ça. J'aurais pu gérer ça discrètement, en privé. Je n'avais pas besoin de l'exposer devant lui, de ruiner sa réputation, ou de détruire sa vie complètement. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine. Discrètement, Marcos, ai-je répliqué. Ta mère m'a trompé pendant 14 mois. J'ai ajouté qu'elle avait dépensé près de 19 000 € de l'argent de notre famille pour sa liaison, et que c'était moi le méchant, parce que j'exigeais que justice soit faite. Il a crié, c'est ma mère. La voix brisée, il a affirmé qu'elle avait fait une erreur horrible. Certes, mais elle ne méritait pas d'être traînée dans la boue publiquement. Il a ajouté, elle est détruite, papa. J'ai appelé tante Claudia. Elle m'a dit que maman mangeait à peine, et qu'elle pleurait toute la journée. Elle a perdu 6 kilos en une semaine. J'ai répondu, tant mieux. Ma voix est sortie plus froide que je ne l'aurais voulu. Peut-être qu'elle comprend maintenant, une fraction de la douleur qu'elle a causée. Marcos m'a regardé avec incrédulité, demandant comment je pouvais être aussi cruel, alors qu'il pensait que je l'aimais. Je lui ai répondu, je l'ai aimé. C'est pour ça que ça fait si mal. Je me suis dirigé vers la cuisine pour chercher de l'eau, ayant besoin d'espace. Marcos m'a suivi. Il a continué d'un ton de défi, annonçant qu'il avait réfléchi. Lorsqu'il aurait terminé son semestre en décembre, il irait s'installer chez sa mère. Elle avait besoin de soutien, et visiblement, je n'avais aucune compassion. Je me suis tourné lentement vers lui. Du soutien, Marcos? Après qu'elle a délibérément détruit cette famille pendant plus d'1 an? Ce n'était pas une erreur passagère. J'ai ajouté que c'était sans doute décision consciente, de trahir notre confiance. Il a rétorqué que les gens font des erreurs. Il a même osé dire que notre mariage avait clairement des problèmes, si elle cherchait de l'affection ailleurs. Cette phrase m'a fait l'effet d'une gifle. Je lui ai demandé s'il me rejetait la faute, et s'il disait que je méritais d'être trompé, parce que je travaillais dur pour nous offrir une belle vie. Il a balbutié qu'il disait simplement que les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. Que sa mère avait aussi souffert de la solitude, pendant toutes ces années où je voyageais constamment. Je lui ai répondu que, dans ce cas, elle aurait dû m'en parler. Nous aurions dû suivre une thérapie de couple, au lieu qu'elle couche avec mon patron dans mon dos.
J'ai respiré profondément, essayant de contrôler mon sang-froid. J'ai repris, Marcos, je comprends que ce soit ta mère et que tu l'aimes. Mais défendre ces actes impardonnables fait de toi un complice de la trahison. Il a répondu qu'il ne défendait pas ce qu'elle avait fait, mais que ma vengeance était excessive. Je lui ai rétorqué que ce n'était pas une vengeance, c'était la justice. Il a répliqué, appelle ça comme tu veux. Mais exposer ma mère comme ça, faire renvoyer Ricardo, et les humilier publiquement, ce n'était pas de la justice. C'était de la cruauté calculée. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mon propre fils, le garçon que j'avais élevé avec des valeurs d'honnêteté et d'intégrité, défendait la femme qui avait menti systématiquement pendant plus d'1 an. Il choisissait le mauvais côté de l'histoire. D'une voix calme mais dure, je lui ai finalement déclaré que si tel était son point de vue, il devait en assumer les conséquences. Il a demandé ce que je voulais dire. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ton soutien financier est réduit au minimum légal obligatoire. J'ai expliqué, la loi espagnole m'oblige à couvrir tes besoins fondamentaux pendant tes études. Cela signifie que je paierai tes frais de scolarité directement à l'université, et que je te verserai une pension alimentaire minimale de 400 € par mois. Et rien de plus. Marcos a cligné des yeux, perplexe, et a demandé si je plaisantais. Je lui ai certifié que non. L'appartement que j'ai loué pour toi près de l'université sera résilié à la fin du mois. La voiture que tu utilises, mais qui est à mon nom, sera vendue, et l'argent ira sur le compte bloqué du divorce. J'ai ajouté que les cartes de crédit supplémentaires seraient annulées le lendemain, et que son allocation mensuelle de 800 € pour ses dépenses personnelles, prenait fin aujourd'hui. Son visage s'est décomposé. Papa, tu ne peux pas faire ça. Comment je vais vivre avec 400 € par mois? Je lui ai répondu, comme des milliers d'étudiants le font. En travaillant à temps partiel, en partageant un appartement avec des camarades de classe, en cuisinant au lieu de manger au restaurant, et en étant responsable avec ton argent. J'ai croisé les bras. Tu as eu une vie privilégiée, entièrement financée par moi. Maintenant que tu choisis de défendre celle qui a trahi cette famille, et qui t'a offert ce privilège, tu vas apprendre ce qu'il en coûte réellement de subvenir à ses propres besoins. Il m'a accusé de manipulation émotionnelle, et d'utiliser l'argent pour le forcer à prendre mon parti. Je lui ai dit, non. Je t'apprends que les décisions ont des conséquences. Ta mère a choisi de me trahir, et elle a perdu son mariage, sa réputation, et sa stabilité économique. Tu choisis de la défendre publiquement, et tu perds le soutien financier supplémentaire que je t'accordais volontairement par amour paternel. Marcos respirait avec difficulté, des larmes de frustration plein les yeux. Il a déclaré qu'il irait s'installer chez sa mère, et qu'elle l'accepterait. Je lui ai répondu, bien sûr qu'elle le fera. Mais elle vit dans un appartement de 2 pièces, qu'elle paie à sa sœur, parce que l'argent du divorce n'est pas encore partagé. Elle dort sur un canapé, et cherche un emploi de réceptionniste, car son dernier travail remonte à 18 ans. Je lui ai demandé s'il pensait vraiment qu'elle pourrait subvenir à ses besoins. Nous trouverons un moyen, a-t-il affirmé. Je lui ai dit, parfait. Tu as jusqu'à la fin du mois pour déménager. Je me suis dirigé vers les escaliers, complètement épuisé émotionnellement et physiquement. J'ai ajouté, Marcos, pour que les choses soient claires, les portes de cette maison te seront toujours ouvertes. Mais le portefeuille, non. Je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte, ressentant le poids écrasant de la solitude absolue. Je n'avais pas seulement perdu ma femme. Maintenant, je perdais aussi mon fils. La trahison de Béatrice avait détruit absolument tout ce que j'aimais. Ce soir-là, allongé seul dans le lit que j'avais partagé avec Béatrice pendant 22 ans, je me suis enfin autorisé à pleurer. Ce n'était pas pour elle. C'était pour la famille que nous avions été. Pour ce fils qui me regardait désormais avec ressentiment, plutôt qu'avec respect. Et pour les 22 années de souvenirs, désormais entachées à jamais par son mensonge. 8 mois s'étaient écoulés, depuis ce dîner du 15 novembre. Le calendrier affichait juillet 2025. Finalement, le juge a rendu la sentence définitive de divorce, dans la salle des affaires familiales du tribunal de première instance numéro 7 de Madrid. J'étais assis sur le côté gauche de la salle, avec Julian Herrera à mes côtés. Béatrice se trouvait à l'autre bout, avec son avocate commise d'office. C'était une jeune femme nommée Nuria, qui avait clairement fait de son mieux avec une cause perdue d'avance. Béatrice avait considérablement maigri,
et son visage présentait des rides de stress qui n'existaient pas auparavant. Elle portait un tailleur gris très modeste, bien différent des vêtements coûteux qu'elle avait l'habitude de mettre. Le juge Fernandez, un homme de 58 ans avec 3 décennies d'expérience en droit de la famille, a lu la résolution pendant 14 minutes. Les points clés ont résonné dans la pièce, avec une autorité juridique sans appel, le mariage est dissous en raison d'une infidélité conjugale avérée, par des preuves photographiques, testimoniales et documentaires irréfutables. La répartition des biens a été établie à 56% pour le plaignant, Ignacio Vega, et à 44% pour la défenderesse, Béatrice Serrano. Ces pourcentages étaient ajustés pour tenir compte de la dissipation avérée des fonds matrimoniaux. Il a ordonné à Madame Serrano de rembourser la somme de 18 700 € à Monsieur Vega, par mensualité de 350 € sur 54 mois. Il a ajouté, le domicile conjugal de Pozuelo est attribué à Monsieur Vega. L'appartement d'investissement à Salamanque sera vendu, et les bénéfices seront divisés selon les pourcentages établis. Béatrice a gardé les yeux fixés sur ses mains, pendant toute la durée de la lecture. Elle n'a pas pleuré, acceptant simplement chaque mot comme un coup inévitable. Nous avons quitté le tribunal sans échanger un mot. Julien m'a tapé sur l'épaule, et a commenté, une justice totale, Ignacio. C'est l'un des dossiers les plus solides que j'ai jamais plaidé. Je l'ai remercié pour tout, lui avouant que je n'aurais littéralement pas pu le faire sans lui. L'après-midi même, alors que je rentrais chez moi ce qui était désormais ma maison, légalement j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu via le Bluetooth. J'ai entendu une voix masculine et hésitante, Ignacio Vega. J'ai confirmé, et j'ai demandé qui était à l'appareil. Je suis Alberto Molina, le fils de Ricardo. Il y a eu un silence gêné. Il a repris, je sais que c'est étrange, mais je voulais vous remercier. Le remercier? J'ai demandé pourquoi. Pour avoir dit la vérité à ma mère, a-t-il expliqué. Mon père. Pendant des années, je pensais que c'était un homme honorable. Il a ajouté que découvrir ce qu'il était vraiment, bien que douloureux, était nécessaire. Maman a demandé le divorce, elle aussi, et ça a été finalisé le mois dernier. Il m'a assuré qu'elle allait beaucoup mieux aujourd'hui, qu'elle était plus forte. Elle avait trouvé un emploi dans une association pour femmes victimes de violences, et dans d'autres personnes ayant traversé des situations difficiles. Elle avait un nouveau but dans la vie. J'ai répondu que j'étais heureux de l'entendre, car Amparo était une femme extraordinaire. Mon père travaille comme superviseur d'entrepôt, dans une entreprise de messagerie, a poursuivi Alberto. Il gagne un tiers de ce qu'il gagnait avant, et vit seul dans un petit studio à Valca. Il a ajouté que ses frères et lui ne lui parlaient presque plus. Il pensait que son père avait enfin compris que les actes ont des conséquences. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Ricardo était tombé très bas. Mais détruire quelqu'un, même quelqu'un qui le méritait, n'était jamais totalement gratifiant. Au travail, ma période d'intérim a pris fin en février. J'ai été confirmé en tant que directeur régional permanent, avec une augmentation de salaire à 94 000 € annuels. L'équipe me respectait, les projets avançaient efficacement, et Vicente Carmona m'a mentionné à 2 reprises comme candidat potentiel à la vice-présidence, lorsque l'actuel occupant prendrait sa retraite dans 2 ans. Professionnellement, j'avais atteint un sommet que Ricardo n'avait jamais obtenu honnêtement. Mais les nuits étaient toujours aussi solitaires. La maison de 4 chambres me semblait vide, et en même temps remplie de fantômes. Je suis allé à 3 rendez-vous pendant ces mois, avec des femmes intelligentes et séduisantes, rencontrées via des applications ou présentées par des collègues. Aucun n'a abouti. Non pas parce qu'elles étaient inadéquates, mais parce que je portais encore le poids d'une trahison que je n'avais pas totalement digérée. Béatrice, d'après ce que j'avais entendu par des connaissances communes, travaillait comme réceptionniste dans une clinique dentaire à Carabanchel. Elle gagnait environ 1 400 € par mois, et vivait dans un appartement d'une chambre qu'elle louait pour 750 €. Elle avait aussi coupé ses longs cheveux en une coupe courte à la garçonne. Une transformation physique qui symbolisait une vie complètement différente. Je ne prenais aucun plaisir à la voir souffrir. Je ressentais seulement un vide, là où l'amour se trouvait autrefois. La vraie surprise est arrivée un samedi, à la mi-juillet. J'ai sonné à la porte de ma propre maison, et j'ai trouvé Marcos debout sur le porche. Il affichait une expression humble, que je ne lui avais pas vue depuis qu'il était tout petit, lorsqu'il avouait avoir cassé quelque chose de précieux. « Salut, papa », a-t-il dit.
Il m'a demandé s'il pouvait entrer. Je lui ai répondu, bien sûr, c'est toujours chez toi. Nous nous sommes assis dans le salon, là où, 8 mois plus tôt, j'avais projeté ces photos dévastatrices. Marcos avait changé. Il était plus mince, sa peau était bronzée par le soleil à force de travailler à l'extérieur, et ses mains portaient les callosités du travail manuel. Sans préambule, il m'a annoncé, j'ai trouvé un travail en mai, comme livreur Glovo. Du lundi au vendredi après les cours, plus des samedis entiers. Il gagnait environ 900 € par mois, plus les 4 cents que je lui donnais. Il partageait un appartement avec 3 camarades de classe près de la cité universitaire, préparait ses propres repas, et prenait le métro au lieu de conduire. Je lui ai dit que j'étais heureux qu'il apprenne la responsabilité. Il a repris, je ne suis pas venu te demander de me rendre mes privilèges. Je suis venu te présenter mes excuses. Il m'a avoué que j'avais raison sur toute la ligne. Maman avait pris des décisions impardonnables, et j'avais le droit d'exiger que justice soit faite. Il s'était comporté comme un idiot en la défendant, juste parce qu'elle était sa mère, sans prendre en considération la douleur qu'elle m'avait causée. J'ai senti un nœud se former dans ma gorge. Il a poursuivi, papa, ces mois à vivre avec elle ont été très révélateurs. Il m'a expliqué qu'il avait entendu comment elle parlait de moi, quand elle pensait qu'il dormait. Elle n'avait jamais assumé ses vraies responsabilités. Elle trouvait toujours le moyen de m'en faire porter le chapeau, je travaillais trop, j'étais distant, ou la relation était de toute façon morte. Mais papa, j'ai vu les relevés bancaires que tu as laissés dans ton bureau, avant que je parte, a-t-il confié. Il avait vu exactement combien elle avait dépensé, et il avait vu les dates. Il a ajouté, 112 fois, ce n'est pas une erreur impulsive. C'est un choix délibéré et répété. Je l'ai remercié de le comprendre, maintenant. Il m'a dit, je veux que tu saches que, même si je vis avec maman parce que je n'ai pas encore les moyens d'aller ailleurs, mon respect et mon admiration sont pour toi. Il a ajouté que j'avais géré une situation impossible avec une dignité dont elle avait manqué. Ses yeux se sont embués, et il m'a demandé si je pensais que nous pourrions reconstruire notre relation, un jour. Je l'ai regardé longuement. J'avais devant moi un jeune homme de 20 ans, qui avait mûri de façon spectaculaire, à travers 8 mois d'adversité qu'il s'était lui-même imposé. Une partie de moi voulait le serrer dans mes bras immédiatement, et tout lui pardonner. Mais une autre partie, celle qui avait appris de dures leçons sur les conséquences et les limites, savait qu'un pardon facile nous tromperait tous les deux. Je lui ai dit, Marcos, je t'aime. Je t'aimerai toujours, parce que tu es mon fils. Mais les choses entre nous ne seront plus jamais exactement comme avant. Je lui ai expliqué que la confiance qu'il avait brisée, lorsqu'il m'avait accusé de cruauté calculée tout en défendant la trahison de sa mère, avait besoin de temps pour être reconstruite. Il a hoché la tête, comprenant. J'ai ajouté, nous pouvons travailler à une nouvelle relation. Plus mature, et plus honnête. Mais ne t'attends pas à ce que l'on oublie simplement le passé, pour redevenir le père et le fils d'un conte de fées. Il m'a assuré qu'il ne s'y attendait pas. Il espérait seulement avoir une chance. Je lui ai dit qu'il l'avait. J'ai tendu la main, et il l'a serrée fermement. Je l'ai invité à dîner ici chaque dimanche s'il le souhaitait, pour que nous puissions discuter. Nous réapprendrons à nous connaître en tant qu'adultes, et non plus seulement en tant que père et fils, ai-je conclu. Marcos a hoché la tête, avec un petit sourire sincère. Après son départ, je me suis assis seul sur la terrasse arrière, regardant le coucher de soleil de juillet peindre le ciel de tons orangés et violacés. J'ai pensé aux 9 derniers mois. J'ai pensé à la trahison découverte, à l'enquête méticuleuse, à la justice obtenue, et au prix que j'avais payé. J'avais gagné tout ce que je m'étais fixé, un divorce favorable, une promotion méritée, et la chute des menteurs. Mais j'avais aussi perdu, irrémédiablement, l'innocence de croire qu'un amour inconditionnel suffisait à maintenir un mariage, et la certitude qu'une famille était incassable. La justice avait été rendue, mais la victoire avait le goût des cendres, mêlé d'un fragile espoir. Et c'était peut-être exactement ce que je méritais, ni une fin parfaitement heureuse, ni une amertume éternelle, mais la réalité complexe d'un homme de 49 ans, qui reconstruit sa vie sur les ruines de ce qu'il croyait autrefois éternel.